Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre donc de notre émission débat Comment mettre les ENR, les énergies renouvelables, au service de l'agriculture à l'échelle de la Bretagne. Justement, nous sommes ici à Erdeven, en pleine Bretagne, dans le Morbihan. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Riot. Bonjour Aurélie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie Riot, je suis conseillère municipale sur la commune de Pluvigné et vice-présidente sur la communauté de communes d'Aurey-Quiberon-Terre-Atlantique, déléguée au plan climat, ainsi que l'élue référente pour une société publique locale que nous venons de créer il y a un peu plus d'un an, Acta Énergie, dont l'objet est de produire et développer les énergies renouvelables sur le territoire de la communauté de communes. Et pour débattre à vos côtés, Salomé Durand. Bonjour Salomé. Oui, bonjour à tous. Salomé Durand, je suis responsable solaire au syndicat des énergies renouvelables. Donc c'est la fédération des professionnels de toutes les énergies renouvelables. Laurent Duval, vous êtes maire de Languédic et vice-président de Lorient Agglomération, en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de l'aménagement, mais vous êtes aussi président d'une association, laquelle ? Alors, l'association Terres en Ville, qui regroupe 25 métropoles ou grosses agglomérations. Et on a une particularité, c'est que nous sommes deux collèges. Donc moi, je suis coprésident, président pour les agglomérations et les métropoles. Et j'ai un coprésident qui est issu des chambres d'agriculture. Donc pour l'instant, c'est François Beaupère, mais qui n'est plus élu. Donc il doit y avoir un changement quelque part. François Beaupère, qui est président de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire. À vos côtés, Bernard Le Breton. Bonjour Bernard. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bernard Le Breton, moi je suis le président de Pontivy Communauté, une communauté de communes d'à peu près 50 000 habitants, 24 communes. Je suis également le maire d'une petite commune rurale qui s'appelle Radenac et j'exerce d'autres fonctions aussi à Haut-du-Morbihan en charge donc de la ressource, que ce soit sur la qualité ou la quantité au niveau de l'eau. Et vous Anaïs Plumer. Anaïs Plumer, coordinatrice régionale chez GLHD. Spécialiste en agrivoltaïsme et je suis aussi déléguée régionale à la FFPA, la Fédération française des producteurs agrivoltaïques. Et juste à vos côtés, pour finir le tour de table, Gaëtan Le Seyec, éleveur, et puis aussi... D'abord éleveur, c'est tout. mon métier, parce qu'on pourrait croire, quand on est élu chambre, qu'on prête que à ce niveau-là. Des vaches laitières, 200 je crois. Voilà, on est en GAEC avec deux autres de mes frères, avec 2 salariés et demi, production essentiellement laitière, un peu de porc à l'engrais, un peu d'aubrac en vente directe, et une partie énergie, du solaire, sur toiture, et une partie consommable et une partie méthanisation. Et je suis président de la Chambre d'agriculture du Morbihan, vice-président de la Chambre d'agriculture de Bretagne, et président de la commission énergie de la Chambre de Bretagne. Gaëtan, la première question elle est directement pour vous. Est-ce que vous pensez que l'agriculture aujourd'hui a sa place pour fournir, pour participer au bouquet énergétique de la France ? Alors effectivement, je pense que l'agriculture a sa place pour au moins participer à cette énergie renouvelable. Mais notre première vocation, elle est quand même alimentaire. Et notre premier regard, il se tourne d'abord sur cette partie alimentaire qui est essentielle, qui est celle de nourrir... Le sol est fait pour nourrir les gens. Et de notre point de vue politique, c'est le premier ancrage. Le deuxième ancrage, effectivement, s'il y a une partie qui peut être dans la diversité, un complément, et ben pourquoi pas. Mais il faut aussi que les choses soient bien cadrées pour que la première ne soit pas altérée. Gaëtan, moi je tourne partout en France et effectivement, je vois selon les chambres plus ou moins une réception. Mais en Bretagne, vous avez l'air d'être peu réceptif quand même, où les avis sont partagés. Pourquoi ? Alors, si on prend globalement les énergies renouvelables, on a un regard et on a créé aussi, et on a fait cette doctrine sur les différentes énergies. On l'a fait sur la méthanisation, on l'a fait sur l'agrivoltaïsme, on ne l'a pas fait sur le bois. Et je suis co-gérant aussi d'une SIC à valorisation du bois de bocage des agriculteurs. Tout ça amène à dire, c'est qu'on a un regard, mais on n'est pas prêt pour faire tout et n'importe quoi. Alors si on est plus dans le sujet de l'agrivoltaïsme, alors c'est tout nouveau déjà, c'est un dossier qui est compliqué. Notre premier niveau, il est quand même le regard qu'on a pu avoir jusque-là, avant que l'agrivoltaïsme n'arrive il y a quelques mois. On était plutôt sur un regard d'une production d'énergie sur toiture. On a des bâtiments en quantité, on a des agriculteurs qui ont cette possibilité de pouvoir le poser et avoir un revenu. Et on est sur un capital agricole. Donc le revenu, il revient à l'agriculteur. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur cette partie agrivoltaïsme, c'est dans le décret qui est arrivé du mois de mai, que l'on attendait, hein, parce qu'il fallait aussi quelque chose qui soit cadré, a fait que, déjà, il fallait l'attendre. Donc on a eu aussi, et ça c'est l'ensemble des porteurs, des développeurs,
de pouvoir aller déjà à faire un peu le terrain. Et ça a mis un peu d'ébullition aussi au terrain, et que nous, on n'était pas en capacité pour l'instant de pouvoir répondre. Maintenant, on a commencé à poser les choses, on a posé cette doctrine, où on s'affiche effectivement en Bretagne à d'abord privilégier cette partie production alimentaire, parce qu'on est une terre d'élevage, d'autant plus, terre agricole, aussi sur d'autres productions. Et de derrière, c'est de faire attention, parce qu'on a des agriculteurs aussi, dans le regard de notre territoire, c'est qu'on n'a pas une production d'énergie propre à la Bretagne, c'est-à-dire les centrales nucléaires, on ne les a pas. Donc on est tributaire des autres régions pour pouvoir être alimenté. Donc effectivement, il faut avoir ce regard. Mais aussi dans le développement de réseau, c'est le foncier en lui-même, parce que je m'occupe aussi dans une autre commission, c'est cette partie foncière qui est importante. Et côté élu, Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est clair que dans le milieu agricole, il y a énormément de matière. Pour faire de l'énergie renouvelable, il y a un potentiel qui est énorme. Avec Terres en Ville, on y travaille depuis des années, parce que c'est un des sujets qui crée du lien entre les villes et puis le monde rural et le monde agricole. En fait, on travaille à la fois sur le foncier, sur l'alimentation, mais aussi sur les énergies. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a quelque chose à créer et qu'on ne peut pas laisser, à mon sens en tout cas, le monde agricole agir seul. Parce qu'ils ont un métier, comme disait Gaëtan, un métier qui leur prend déjà beaucoup de temps. Et nous, collectivités derrière, on doit être capable de venir en soutien et en tout cas essayer de proposer des solutions pour créer des outils. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Nous, on a deux projets sur l'Orient Agglomération, dont un à Languidic, sur lequel on commence à bien avancer, de méthanisation, par exemple de méthanisation territoriale, où on va travailler avec les agriculteurs et où on veut que les agriculteurs restent majoritaires dans l'outil. Donc il y a vraiment des choses à faire. Après, sur l'agri-photovoltaïsme, c'est encore un autre sujet. Ma commune, moi, c'est 110 km². Il y a beaucoup de production avicole. Et là, ça se prête relativement bien. Donc là, je pense qu'il y a vraiment aussi un potentiel pour installer des panneaux. Par contre, après, sur des céréaliers ou même sur du bovin, j'ai un peu de mal à croire qu'on est capable d'en faire. Salomé, vous vouliez prendre la parole? Oui, moi j'aimerais simplement rassurer sur l'agrivoltaïsme et le fait qu'on ne vient pas remplacer la production agricole. La loi APER, la loi d'accélération pour la production des énergies renouvelables, a mis pour la première fois un cadre sur l'agrivoltaïsme. Et là-dessus, dans ce cadre-là, on voit bien que la production agricole reste prioritaire. Il y a vraiment des garde-fous hyper importants qui sont mis à ce niveau-là. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment de valoriser les synergies entre production agricole et installation photovoltaïque. Et ici, en Bretagne, je pense que ça peut vraiment être un atout, vraiment quelque chose à mettre en valeur, puisqu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais ça a été évoqué, il y a l'enjeu de transmission des installations, des exploitations agricoles, il y a l'enjeu changement climatique, comment est-ce qu'on s'adapte face à cette menace, clairement, et puis l'enjeu aussi économique, comment est-ce qu'on apporte un revenu complémentaire aux agriculteurs qui, on le voit tous les jours, ont quelques galères à ce niveau-là. Donc c'est vraiment... faut vraiment souligner le fait que la loi a posé des garde-fous hyper clairs. Clairement, on ne peut pas se substituer à la production agricole. Et vraiment, mettre en valeur les synergies, je pense que c'est quand même quelque chose d'hyper important et l'agrivoltaïsme peut apporter ça. Aurélie. Alors, à l'échelle d'une collectivité comme Auray-Quiberon-Terre-Atlantique, on a travaillé un schéma directeur de développement des énergies renouvelables pour savoir dans quel sens atteindre nos objectifs de production d'ENR. Et clairement, on a besoin dans le mix énergétique de l'agriculture. Moi, je rejoins complètement Laurent sur le fait qu'il doit y avoir des synergies. On doit être partenaire aux côtés des agriculteurs. Après, on a amorcé les réponses sur les énergies renouvelables sur lesquelles on souhaite travailler en partenariat avec les agriculteurs. On a un partenariat déjà de longue date qui est plus d'une dizaine d'années maintenant sur le bois énergie, la ressource bois, parce que c'est une des premières ressources que l'on a sur le territoire et que l'on valorise aujourd'hui. Alors ça a commencé par la piscine d'Auray, maintenant on élargit, on a, puisque je m'occupe d'Acta Énergie, on a un portefeuille autour de 8 projets pour développer à peu près 6 gigawattheures d'énergie. Globalement, c'est des réseaux de chaleur dans nos centres-bourgs pour alimenter des équipements communaux et des écoles ou des piscines, des EHPAD. Et donc là, on a un premier élément de partenariat concret sur une ressource bois que l'on maîtrise, qui est une énergie locale renouvelable. Un deuxième sujet, je rejoins Gaëtan sur l'approche solaire, parce que c'est évidemment une énergie qui est à notre disposition. Notre priorité, c'est clairement de couvrir d'abord des toitures, et on n'est pas encore sur le sujet de l'agrivoltaïsme
pour ce qui nous concerne. On est clairement sur un objectif déjà de travailler en toiture avant d'aller dans les champs. Bernard, sur la communauté de Pontivy, on est déjà engagé? Alors nous, on est déjà engagés, mais comme l'ensemble des communautés de communes, hein, on a un plan climat air énergie qui a été validé. Bon, ça ne concerne pas simplement que l'énergie, hein. Il y a le climat aussi, il y a l'air qu'on peut respirer, donc qui est très, très important. Nous, on arrive à peu près à 40% de production d'énergie renouvelable sur le territoire par rapport à ce qu'on consomme. On le fait grâce notamment à tout ce qui peut être méthanisation, puisqu'on produit sur notre territoire 70% de la consommation de gaz, donc ce qui est quand même relativement important. Alors, il n'y a pas que lié au niveau des vaches, hein, il y a de l'industriel sur ce territoire-là. On commence à voir qu'au niveau de l'éolien, on a quand même pas mal d'éoliennes sur les territoires ruraux qui permettent d'accueillir ce type d'installation. Mais en matière d'acceptabilité, aujourd'hui, on commence à, j'allais dire, oui, de façon triviale, à rentrer dans le dur, puisque ces projets sont un petit peu moins acceptés, alors qu'aujourd'hui, le photovoltaïque est plutôt très, très bien apprécié. Pour parler de ma commune, sur laquelle on a une ferme solaire qui représente 17 hectares, lors de l'enquête publique, on a eu 0 réclamation lors de l'enquête publique. Donc pour dire un petit peu comment cette énergie-là est perçue par la population, à l'échelle de la communauté de communes, on a réalisé un cadastre solaire pour voir effectivement tout ce qui était possible en matière de solarisation des bâtiments. Personnellement, voilà, l'agrivoltaïsme par rapport à ce qui peut être proposé, et tout à l'heure ça a été dit dans les propos introductifs, par rapport aux revenus et aux compléments de revenus des agriculteurs sur certains territoires, je pense qu'effectivement, il faut regarder les choses en face. Moi, je n'ai pas d'a priori dogmatique par rapport à ce sujet-là. On a des objectifs à atteindre pour notre plan climat air énergie. Il faudra bien trouver des solutions pour arriver jusque-là. Donc, pourquoi pas? Mais bien sûr, on sait qu'il y a des contraintes, il y a des enjeux pour tout le monde, mais les enjeux de revenus sont là pour une agriculture durable sur un territoire comme le nôtre, qui est basé effectivement d'un point de vue économique sur l'agroalimentaire. Mais grâce au choix fait par nos prédécesseurs de soutenir l'agriculture du territoire pour que les productions du territoire soient valorisées sur ce territoire et que la valeur ne parte pas ailleurs. Donc voilà, on a toujours ce dialogue constant avec les agriculteurs pour pouvoir apporter de la matière première à nos usines et derrière les gens qui travaillent sur notre territoire, parce que derrière ce sont effectivement tous les emplois qui sont liés à cette filière. Alors Anaïs, vous êtes coordinatrice régionale Bretagne de GLHD. Chez LHD, vous faites quoi? Donc, moi, je vais parler d'agrivoltaïsme parce que c'est vraiment le sujet sur lequel je maîtrise le mieux, disons. L'agrivoltaïsme chez GLHD, je vais rebondir un peu sur les différentes interventions. Pour nous, il doit être fait sur mesure pour être un projet qui répond avant tout à des transitions énergétiques locales et des transitions agricoles locales. Donc notre façon de faire, c'est de travailler, de rencontrer rapidement les différents élus locaux, parce que nous, on n'est pas experts du territoire, c'est bien les locaux qui connaissent leurs enjeux d'aménagement, les enjeux agricoles, les enjeux environnementaux, et qui peuvent nous guider sur du coup des agriculteurs qui ont une envie de travailler sur la transmissibilité des exploitations, sur la pérennisation de l'exploitation, sur la diversification de l'exploitation, et c'est notre approche. Et donc répondre aussi à des transitions agricoles, parce que c'est aussi une façon de faire chez nous, de penser en tout cas, c'est pouvoir, grâce à l'agrivoltaïsme et donc grâce aux indemnités qui sont tirées de l'agrivoltaïsme, pouvoir aller vers une transition, prendre le risque de la diversification pour pouvoir aussi aller vers de la transition. Et ça, pour nous, ça se fait bien main dans la main avec les différents acteurs du territoire. C'est des solutions qui doivent être pensées localement pour être faites de qualité, qui doivent bien répondre à des enjeux. Donc ça veut dire qu'un projet agricole se fait avec des agriculteurs. C'est un projet qui doit être réfléchi à l'échelle d'une exploitation agricole pour avoir un vrai effet de levier. Et donc on travaille, en tout cas chez GLHD, très bien, et avec la Chambre d'agriculture. J'ai cité l'exemple du Finistère avec qui on a très bien échangé, les services de l'État, mais également aussi tous les acteurs qui font le territoire, qui sont le territoire. Donc évidemment les élus, les différentes associations locales, environnementales, de chasse, et aussi les experts, plus des expertises type Brest-Bocage,
dans l'accompagnement de l'insertion paysagère, etc., pour amener de la biodiversité. Bon, tout ça pour dire que c'est un tout, ça doit être réfléchi, donc il ne faut pas mettre en opposition les énergies renouvelables, ni même dans le solaire, je pense, parce qu'il faut tout. Il faut tout pour aller vers une transition énergétique. On est sur une région qui est en bout de réseau, a fait le choix du non-nucléaire, et qui, par tous les enjeux qu'il y a dans le monde agricole et dans le milieu énergétique, qui est en tout cas un terrain de jeu intéressant à partir du moment où on travaille ensemble pour faire un projet de qualité. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est comment être sûr qu'une partie de la valeur ajoutée qui peut être apportée, revienne au territoire. Aurélie ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Au territoire et aux agriculteurs. Après, là, ça dépend des sociétés de projets qui peuvent être montées, j'imagine, pour que les deux, les territoires et les agriculteurs, parce que quand on parlait de partenariat tout à l'heure, je pense que c'est ce qui va être surtout important. Quand on voit des développeurs arriver, ce que tu disais Gaëtan, aujourd'hui dans le paysage, et c'est vrai que les projets qui peuvent être développés, il faut que l'intérêt économique puisse bénéficier aux acteurs locaux. Et donc ça implique d'abord les agriculteurs si le projet concerne la ferme. On a parlé de l'enjeu du revenu complémentaire avec Bernard. Effectivement, je rejoins que c'est un sujet qui est évidemment important à l'heure où il y a beaucoup de difficultés et d'incertitudes. Et les acteurs locaux, que sont les collectivités, dans ces cas-là, peuvent être aussi partie prenante de sociétés de projets. Après, à regarder au cas par cas les projets en question. Mais est-ce que vous avez des inquiétudes ou pas, Aurélie ? Je vous dis, on a clairement, nous, aujourd'hui, notre priorité, elle n'est pas là. Elle n'est pas encore sur l'agrivoltaïsme. Je rajouterais dans les enjeux les problématiques d'acceptabilité à l'échelle sociale et sociétale, puisque je pense que... Parce qu'en Bretagne, c'est compliqué dès qu'on fait un projet. Oui, c'est ça ce qu'on va dire. La Bretagne, elle est aussi diverse. Et pour pratiquer le territoire d'Auray-Quiberon, Terre Atlantique, de Camors aux îles, en passant par Carnac, Quiberon, Erdeven, on a là, la labellisation de l'UNESCO, on est très regardé sur les problématiques de qualité environnementale et d'enjeux sur le territoire. Et clairement, le moindre projet est compliqué. Et la moindre question d'aménagement, la moindre question foncière est ultra compliquée. Et on a aujourd'hui autour de nous beaucoup d'associations. Parfois, on est pour sortir d'une réunion sur l'enjeu du schéma de cohérence territoriale pour lequel on a demandé une modification. On s'est fait retoquer à l'échelle juridique pour tout et son contraire. Mais ça, c'est notre quotidien. Et donc, je peux avoir une crainte, parce que je vois l'enjeu pour travailler avec des agriculteurs, notamment en production en vigne, qui étaient très intéressés pour avoir un revenu complémentaire lié à de l'agrivoltaïsme. Mais attention à l'exposition à cette tendance d'anti-tout autour de nous, là, qui est très compliquée à gérer. Et je pense que c'est un des freins majeurs, en tout cas sur notre territoire. Je crois, à Radnac, j'imagine que les personnes sont un peu plus souples que celles qu'on pratique aujourd'hui. Territoire sensible ou pas chez vous, Bernard ? Alors, sans doute un petit peu moins par rapport à certains enjeux, effectivement, sur le littoral, mais bien qu'on voit que la Bretagne, aujourd'hui, elle est très diverse et qu'on accueille du monde qui vient d'un petit peu partout. Sur ce type de projet, ce que je voulais rebondir, c'était sur le fait de la gouvernance des projets. On a créé, effectivement, à Pontivy Communauté, une SAS qui s'appelle Pondy Énergie, qui est menée de pair avec Morbihan Énergie, avec la SEM 56, qui nous fait rentrer dans les projets en matière d'acceptabilité. C'est quand même quelque chose de plus important pour nos administrés, quand ils voient que la collectivité, elle est partie prenante. Alors après, tout dépend des projets, à quelle hauteur on reste dedans, mais au moins dans l'émergence des progrès, des projets, pour montrer qu'on est là, qu'on ne laisse pas faire n'importe quoi, et que voilà, on va accompagner. Alors tout dépend, je le dis, de la taille du projet. Peut-être sur les petits projets d'agrivoltaïsme, on n'aura pas l'intérêt à y aller, mais peut-être sur des choses peut-être plus importantes, ou si un jour il y avait de l'agrivoltaïsme territorial, comme il peut y avoir de méthanisation territoriale, pourquoi pas, pour que la richesse aussi, elle reste sur les territoires, à nos acteurs du territoire. Aurélie ? Je rajouterais même potentiellement un partenaire qui pourrait s'intégrer dans ces sociétés de projet, c'est le citoyen lui-même, puisqu'en termes d'adhésion et de participation, si on rajoute du financement et de la participation citoyenne, ça peut rajouter un supplément de valeur, en tout cas une adhésion potentiellement plus importante au projet. Anaïs, Salomé, comment rassurer justement, par exemple, Aurélie ? Je voulais rebondir notamment sur la phase d'acceptabilité qui est une vraie réalité aujourd'hui en Bretagne. Vraiment, ça veut dire qu'on a beaucoup de questionnements avec un événement qu'on appelle
pas dans mon jardin. C'est une super idée, c'est très bien, mais pas chez nous. Et donc, on a conscience de ça. Et pour nous, c'est très important de faire des phases de concertation préalables volontaires, donc qui sont bien en amont des enquêtes publiques. C'est-à-dire que sur un territoire, quand on se dit qu'il y a un bon potentiel pour développer un projet, on va très vite rencontrer les élus, déjà parce qu'on pense que c'est bien de faire ensemble, et ensuite pour réfléchir ensemble à de la concertation locale qui sera bien adaptée. L'objectif étant, en plus, de construire un projet ensemble. Donc on propose des réunions publiques, du boitage, du porte-à-porte, pour vraiment que les riverains soient intégrés. Et une fois qu'on a bien fait entendre qu'il y a un projet en développement, de proposer différents ateliers. En fait, on donne le crayon aux riverains, aux acteurs du territoire, pour concevoir des projets qui soient faits ensemble. Et ça, c'est hyper important pour vraiment faire des projets qui sont ancrés dans les territoires, qui font sens dans le territoire dans lequel ils s'intègrent, et aussi sur une question d'acceptabilité, de faire accepter le projet sur son territoire. Puis Gaëtan, vous avez capé les projets quand même. Vous avez une charte départementale qui est peut-être une des plus limites en termes de puissance permise par les projets. Alors c'est une doctrine régionale. Effectivement, ça a l'air simple comme ça, comme dossier, mais c'est un dossier qui est très complexe en soi. Alors je vous entends sur l'échange collectivité. C'est nous qui sommes au cœur. C'est les agriculteurs qui sont au cœur quand même de ces projets. C'est sur leur exploitation que ça se passe. C'est notre enjeu. C'est pas celui d'une personne. C'est pas d'un exploitant. Nous, notre regard, il est collectif. Et que dans ce cadre collectif, c'est l'impact qu'on peut avoir au sens général de l'agriculture. Je l'ai rappelé tout à l'heure, l'enjeu, il est végétal et il est animal, d'autant plus chez nous, l'élevage. Quand on est sur l'agrivoltaïsme, sur la partie élevage, nous, notre inquiétude, c'est au regard du développement de projets. Et déjà, juste pour vous dire, je suis agriculteur, je disais tout à l'heure, j'ai reçu la semaine dernière un développeur qui m'a amené en disant ça m'intéresse chez vous. J'en ai quasiment 1 ou 2 par mois. C'est pour vous dire, les agriculteurs sont très très sollicités et qui sont amenés à porter cette réflexion. Et c'est nous qui sommes chambre quand même d'agriculture sur un point de vue économique. La première base qui va être celle où on va interroger pour savoir exactement ce qu'on veut aussi sur nos territoires. La collectivité, bien sûr, on est en partenariat. C'est pas, je veux dire, c'est secondo, dans le sens où l'acceptabilité, elle se fait aussi autour. Mais le sujet en lui-même, il est de savoir, est-ce que sur un territoire, pour nous, la valeur, déjà, en tant que telle, elle est partagée. Quand c'est un agriculteur qui a, je sais pas, moi, 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 mégas, il est concentré, c'est concentré sur ses parcelles. Alors souvent, c'est pas très loin d'un point d'injection non plus électrique, c'est-à-dire, voilà, quand je parlais tout à l'heure du foncier, on a un foncier qui a un regard aussi différent sur certains secteurs. Nous, dans notre doctrine, ce qu'on a voulu faire, c'est que cette valeur elle soit partagée au sein de tous les agriculteurs. C'est-à-dire qu'on est souvent en bout de réseau. Quand je disais tout à l'heure, on n'a pas une production électrique, on n'a pas de centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'on a un réseau électrique qui est très développé, mais on a souvent des gens qui sont en bout de ligne. Et en bout de ligne, souvent, ils n'ont pas la puissance qui est vraiment apportée. Et dans notre réflexion, dans cette doctrine, on a plutôt vu cet intérêt collectif d'1 méga sur un champ agrivoltaïsme. 1 mégawatt. 1 mégawatt. Sur un champ. Pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Par contre, l'agriculteur, partenariat avec un développeur, peut être aussi actionnaire et retirer aussi un bénéfice supplémentaire que d'être sur un 10 mégas qui est là, lui, on va lui donner, entre le propriétaire et le locataire, une somme qui est certes intéressante, mais voilà, le partage de la valeur ajoutée, nous, on ne la voit pas tout à fait pareil. Laurent ? Oui, juste pour rajouter quelque chose, mais je suis assez d'accord avec Gaëtan, si ce n'est qu'avec les zones d'accélération qu'on nous a mis un peu dans les pattes en 2023, où il a fallu réagir très très vite, en fait, on a remis vraiment les collectivités au centre quand même du jeu. Et même si effectivement c'est une terre agricole, et c'est souvent des exploitations et des terres qui appartiennent aux agriculteurs, il n'empêche qu'ils ont mis, la Loire a remis dans la main des collectivités très rapidement cette cartographie. Et nous, il a fallu qu'on le fasse très très vite. Alors franchement, c'était contre-productif parce qu'il fallait le faire beaucoup plus vite. En plus, vous n'avez pas sorti votre doctrine, que déjà, nous, il fallait qu'on achève les nôtres. Donc c'était un peu compliqué, surtout quand on essaie de travailler ensemble. Alors, par contre, il y a une chose qui est un peu différente. Il y a aussi les collectivités qui sont propriétaires de foncier. Et nous, on a vraiment du foncier sur lequel on pourrait agir si on le voulait.
Sauf que quand on parle d'acceptabilité, effectivement, moi, en tout cas pour ce sujet du photovoltaïque au sol, l'acceptabilité ne me fait pas trop peur. C'est beaucoup plus simple que de parler méthanisation ou de parler terrain, gens du voyage quand on parle du foncier avec les agriculteurs ou autre chose. C'est plus compliqué au niveau de l'acceptabilité des agriculteurs, parce qu'on voit qu'il y a encore quand même de la tension. Effectivement, la terre agricole, c'est avant tout une terre nourricière, en tout cas dans notre esprit, des collectivités, parce qu'on a besoin de ça. Et c'est vrai que pour l'instant, on voit qu'il y a encore beaucoup de demandes d'agrandissement dans les exploitations, et on sent quand même qu'il y a quand même encore une tension sur ce foncier. Le foncier, pour l'instant, il est plus à l'agrandissement pour le nourricier que pour la production photovoltaïque. Sachant que, comme on le disait tout à l'heure, on a déjà tout le sujet des bâtiments. Moi, je vois à la Languédic, on a énormément de poulaillers, d'anciens poulaillers qui ne fonctionnent plus, mais par contre, on a tellement de toitures sur lesquelles on pourrait faire des choses. Pour l'instant, c'est la priorité avant de toucher à la terre, quoi. Alors, juste pour clarifier, et tu as raison, hein, il y a 2 points importants qu'il faut bien différencier. C'est les zones d'accélération qui sont du photovoltaïque posé au sol. Et là, c'est sur des surfaces qui ont été identifiées. Ça, c'est clair. Et ça a été avec les collectivités, avec l'État, et c'est le préfet qui valide la cartographie. Le deuxième niveau, c'est l'agrivoltaïsme, qui, lui, est une production sur les terres agricoles. Et là, on est sur des objectifs qui sont complètement différents. Là, il n'y a pas de cartographie. Aurélie. Oui, non, j'allais dans le sens de Gaëtan, parce que effectivement, le photovoltaïque au sol, sur une ancienne carrière, une ancienne décharge, les collectivités, dans le cadre des zones d'accélération pour produire des énergies renouvelables, on y a tout intérêt, parce qu'on est sur des espaces qui sont déjà quasi perdus, et donc on leur redonne une fonction de production d'énergie, et ça, c'est plutôt sympathique. Après, effectivement, sur l'enjeu d'aller sur des terres agricoles, on a encore peu de recul. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire, il y a des premiers projets qui sont lancés, tant mieux. Il est urgent de regarder comment que ça se développe, notamment pour garantir la vocation production d'alimentation, ou pour l'élevage ou pour les cultures. Et c'est pour l'instant effectivement pas notre priorité. Anaïs. Oui, je voulais rebondir sur le fait que donc dans l'agrivoltaïsme, c'est avant tout un projet agricole. Et s'il n'y a pas de projet agricole, de toute façon, il n'y a pas de projet agrivoltaïque et la loi l'encadre. Et je vais citer un exemple que je connais très bien, qui est l'exemple à Plonévé-du-Fou. En fait, c'est pas si compliqué que ça, l'agrivoltaïsme. C'est qu'on a sur un même espace une production agricole et une production d'énergie renouvelable par du solaire. Qu'est-ce que c'est concrètement? On met des tables de panneaux solaires qu'on écarte suffisamment pour avoir une production agricole. Et donc, à Plonévé-du-Fou, on a un projet agrivoltaïque dans lequel on a une production aux vignes et une production de céréales qui a été réfléchie avec les agriculteurs, avec la Chambre d'agriculture, bien conçue dans les enjeux locaux pour que ce soit un projet qui fonctionne. Donc on a passé l'enquête publique, la CDPENAF favorable, on a eu les autorisations en mars dernier, et en fait c'est quelque chose qui, une fois s'il est bien conçu, est finalement assez simple et fonctionne. Et j'en profite pour rebondir aussi sur la doctrine de la Chambre. Donc j'entends aussi Alors c'est une réalité, il y a beaucoup de développeurs aujourd'hui qui effectivement tapent aux portes pour dire vous avez du foncier agricole, allons mettre de l'agri-PV. En fait l'agri-PV, il faut qu'il soit de qualité. Ça c'est vraiment un élément pour moi important à défendre. Et ensuite un questionnement que j'ai sur les 1 méga, c'est la limitation que ça va faire. Notre vision de l'agrivoltaïsme, c'est bien de pouvoir accompagner des exploitations agricoles multiples dans des transitions. Et en fait, l'agrivoltaïsme, le solaire, mine de rien, ça coûte cher à installer. Donc, limité à 1 méga, ça veut dire que c'est des investissements qui sont vraiment très forts. Et ça va, de fait, les agriculteurs qui vont être en transition, en besoin de transition, en difficulté, ne vont pas avoir accès, du coup, à l'agrivoltaïsme et n'auront pas l'avantage d'avoir la sécurité financière sur 40 ans, pour prendre 40 ans. Et c'est là où c'est un peu dommage, parce que, du coup, ça va limiter certaines exploitations agricoles qui ne pourront pas forcément profiter. Même si, encore une fois, c'est une solution parmi d'autres, l'agrivoltaïsme. Salomé Durand, je crois qu'au sein du CER, le syndicat des énergies renouvelables, vous travaillez sur des pistes de circuits courts, un peu comme en agriculture, on a des circuits courts, mais aussi pour la production d'énergie. Vous travaillez cette question. Oui, c'est quelque chose qu'il faut valoriser et ça fait partie aussi de l'acceptabilité. Le fait d'autoconsommer sur place de l'électricité, ça peut être aussi bien pour développer une transformation de la production sur place, une vente directe par les exploitants. Et je voulais aussi réagir sur... on oppose beaucoup la toiture versus le sol. En fait, on a besoin des deux. Et dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été mise en consultation au printemps dernier, qui a été discutée au Parlement là, ces dernières semaines,
qui le sera aussi à la rentrée. En fait, il faudrait faire à peu près la moitié au sol et moitié en toiture pour atteindre nos objectifs à horizon 2030 et 2035. Qu'on a signé, c'est-à-dire qu'on a signé les engagements d'énergie renouvelable en 2030. Ouais, donc ça, c'est de nouveaux objectifs qui sont discutés actuellement, mais il faut vraiment qu'on utilise à la fois le foncier, donc le sol, et les toitures pour atteindre ces objectifs. En fait, on ne pourra pas tout faire sur les toitures. Et au niveau du sol, les terrains dégradés, c'est un potentiel qui est très limité. Et c'est pour ça qu'en fait, maintenant, le législateur va privilégier l'agrivoltaïsme. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de la loi d'accélération, où le PV sol classique, clairement, est très restreint. On le voit dans le cadre de l'élaboration des documents cadres qui cartographient un peu le PV sol classique. En fait, il y a peu de potentiel. Et c'est pour ça qu'en France et en Bretagne également, on peut aller sur les terrains agricoles et c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et juste pour préciser, il n'y aura pas de l'agrivoltaïsme partout. Pour atteindre nos objectifs, là, il faudrait qu'on solarise, entre guillemets, 1% de la surface agricole au niveau national. Donc voilà, donc il n'y en aura clairement pas partout, d'où le fait de bien partager la valeur. Salomé, oui Gaëtan, Ouais. qui souhaite Non, réagir. moi, ça me fait juste sourire dans le sens 1%, et tout à l'heure dans la répartition de la richesse, c'est si on veut faire une répartition de cette richesse, elle ne sera pas pour tout le monde non plus. Et donc c'est un peu, je ne vais pas dire contradictoire, mais un petit peu quand même. Et dans cet agrivoltaïsme, nous, c'est toutes ces questions. On n'a pas un retour. Alors, ovins, on n'entend que ça. Bientôt, on aura des ovins en Bretagne. Je parle juste parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là. Mais pour en avoir eu quelques-uns à passer entre les mains, dans la façon d'appréhender, c'est que des fois, c'est pas. Alors, je parle pas pour vous. Hein, je parle en généralité sur l'agrivoltaïsme. Les hauteurs ne sont pas en connaissance ou en conséquence avec un changement de production qui soit animal. Alors le ovin, il est petit, hein. Une vache, c'est beaucoup plus grand. Nous, on demande à des hauteurs à 2,40 m. On voit des niveaux qui sont beaucoup plus bas. On veut des largeurs importantes. Le matériel, il faut quand même que ça passe. Entre une culture, entre une prairie. La notion aussi de production. Alors j'entends, sur certaines productions, ça peut être positif, mais on voit bien sur d'autres productions, c'est plutôt négatif. Et aussi, j'ai pu découvrir à Paris, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi cette photosynthèse qui est nécessaire à ce qu'il y ait un développement de la plante. Et ben, quand on arrive sur des périodes où on n'a pas un soleil qui donne, sur une saison qui est plutôt automnale ou de printemps, qui n'est pas optimum. Donc, il y a tous ces éléments, la concentration de photovoltaïque sur l'ensemble de la surface. C'est toutes des questions qui nous importent énormément parce que dans ce développement, on va des fois plus vite que ce que l'agronomie est nécessaire ou alors sur la partie animale est nécessaire. Aurélie. Et ça m'amène exactement une question pour vous sur le suivi du coup scientifique, production fourragère par exemple, différents tests et expérimentations, notamment si vous avez des projets en développement, pour qu'on ait du recul. Je pense qu'on est aussi les collectivités aux côtés des agriculteurs sont en attente de données scientifiques pour voir réellement ce que ça produit. Et comme dit Gaëtan, il y a un enjeu, une diversité en fonction des productions. Et le deuxième sujet, c'est la question de la pérennité. On a parlé de durabilité, pérennité, transmission des fermes. Oui, sauf qu'un système agricole, il n'est pas figé dans le temps. Effectivement, quand on s'engage, il est fixé pour quelques décennies. Mais dans une transmission, dans une volonté de changement de production, quid de ces surfaces du coup équipées de panneaux photovoltaïques ? Je vais répondre à cette première question. Donc, c'est important, effectivement, quand on pense projet agrivoltaïque pour une exploitation à un moment donné, de bien penser à celle qui arrivera plus tard, et peut-être même celle d'après. Donc, je vais encore citer un exemple que je connais très bien, à Plonévé-du-Fou, où ça a été directement une volonté des agriculteurs de réfléchir à un projet en pensant la suite. Donc, ils étaient déjà en ovin, un projet qui réfléchit en ovin avec de la culture, mais donc le design photovoltaïque a été réfléchi de telle sorte à ce que ça puisse accueillir d'autres types d'agriculture pour demain, pour bien que ce soit un atout pour l'exploitation de demain et pas une contrainte. La première question, je veux bien que vous me la rappeliez. Oui, la première question, c'est quel suivi scientifique Quel suivi pour avoir des scientifique, données tout à fait. et des mesures agronomiques notamment. C'est un sujet important, effectivement, parce que on a du recul sur la pousse de l'herbe, beaucoup maintenant parce que les projets solaires, ça existe depuis longtemps.
en agrivoltaïsme moins. Sur ce point-là, sur tous les projets qu'on accompagne, on travaille avec différents instituts en fonction des départements pour des suivis agronomiques, donc au niveau du sol, des plantes, mais également au niveau de l'élevage, des comportements animaux, quand c'est de l'élevage ovin, parce que sur le coup, c'est ce qu'on accompagne, avec des producteurs ovins. Et donc, ça sera notamment l'IDEL qui va nous accompagner dans le Finistère pour s'assurer d'avoir un suivi, parce qu'on trouve ça intéressant, retour d'expérience, et donc à la fois sur l'herbe, quand c'est du pâturage, de la culture, et on a également un pilote dans les Landes, donc on a 1 hectare avec différents écartements, différentes hauteurs de panneaux, pour justement avoir de l'expérience. Là, ça fait la 2e année qu'on a des résultats intéressants. Les élus locaux viennent aussi voir, et j'en profite pour rebondir sur le partage de la valeur. Donc c'est pas breton comme exemple, c'est landais. Et en fait, on a 35 exploitations agricoles qui ont eu une problématique commune qui était une pollution forte sur une aire de captage, donc une aire d'eau potable, avec du coup une maïsiculture qui, par les pesticides, donc polluait fortement les eaux. Donc ils ont eu 10 ans pour changer de système. Les exploitants se sont regroupés ensemble, ont réfléchi à une solution. Donc, ils ont pensé à l'agrivoltaïsme. Et en fait, les différentes contraintes environnementales, paysagères ont fait que sur toute la surface, il y a à peu près que la moitié qui est équipable en panneaux solaires. Et ce qu'ils ont décidé ensemble, c'est que le partage de la valeur, les indemnités, ils vont malgré tout les distribuer à l'échelle des 35 exploitations parce qu'ils ont la même problématique. Donc en fait, ça peut permettre d'aider des exploitations au-delà de ceux qui vont avoir les panneaux solaires. On pourrait en parler longtemps, mais on arrive au terme de cette émission. Peut-être, Salomé, une dernière question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce moratoire sur les énergies renouvelables? Des députés qui étaient absents, l'extrême droite et les Républicains ont voté un amendement. Expliquez-moi. Oui. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Ça aurait été une grave erreur. Heureusement, on l'a échappé belle grâce à la mobilisation des élus, qu'on remercie. Ça aurait été un coup d'arrêt à la filière, des centaines de milliers d'emplois potentiellement menacés, voire stoppés. Donc non, il faut absolument préserver la filière photovoltaïque. C'est un secteur économique hyper important pour la France. Dans le cadre des débats qui vont continuer à l'Assemblée sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on ne sait pas encore quels seront les objectifs posés, ancrés dans la loi sur le solaire. Donc il faut vraiment être très très vigilant. Et nous, on appelle aussi à la publication de cette loi très prochainement. Bon, Aurélie Riault, Salomé Durand, Laurent Duval, Bernard Le Breton, Anaïs Plumer et Gaëtan Le Seyec, merci beaucoup d'être venus ici. Donc pour débattre de cette question, et puis surtout, merci à vous et bonne soirée.